Eh bien, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, une nouvelle fois. Oui. Alors, déjà, quelles sont tes actualités en ufologie? Bah, à vrai dire, pas très grande. Je m'intéresse toujours à la question, j'ai toujours un œil dessus. Je travaille avec Thierry Pinvidic et plusieurs amis. Un livre collectif qui pour l'instant est encore à l'état de projet, d'ébauche. Mais enfin, bon, on entretient la flamme. Voilà. Et puis récemment, j'ai lu le livre de Jacques Vallée sur le crash de Trinity, et ça, quand même, ça m'a perturbé. On pourra en discuter si ça t'intéresse, mais moi, jusqu'à présent, je considérais les crashs comme impossibles, a priori, étant donné que le phénomène fondamental des ovnis, c'est l'élusivité. Et donc, je tenais ça pour une mythologie américaine. Il est vrai qu'une partie de ce qu'on nous a présenté, ça allait bien dans ce sens. Mais là, avec le cas de Trinity, je ne sais pas si tu as lu le livre, c'est troublant, c'est très troublant. On en reparlera si vous voulez, mais je préfère laisser Jacques Vallée en parler lui-même, puisqu'il va venir présenter ça à Paris dans une conférence donnée pour l'Institut Métapsychique au mois de décembre. Donc voilà, donc et puis donc bon, ah oui, mon actualité, c'est qu'on m'a demandé une préface, un livre québécois sur un colloque qui s'est passé en 2019, je crois, ou 2019, voilà. Un colloque de l'ufologie francophone qui se tenait à Montréal. Et donc, moi, j'y étais pas, mais l'organisateur, qui s'appelle Yann Vadney, a eu l'idée de me proposer de faire une préface. C'était en 2018. 2018, oui. Et finalement, j'ai trouvé que ça serait plus intéressant de faire une postface. Donc j'ai dit un peu comment je voyais la chose aujourd'hui, compte tenu de tous ces problèmes, dont celui de l'élusivité que j'ai traité de traiter en profondeur, en fait. Voilà. Voilà à peu près où j'en suis au niveau des ovnis. Puis je continue de participer aux réunions du GEPAN, mais elles sont très clairsemées à cause de l'épidémie. Ça, c'est un autre sujet. En parlant d'épidémie, qu'as-tu réalisé pendant le Covid, la période Covid? J'ai travaillé un livre sur Proust. J'ai trouvé ça assez amusant de travailler sur un type qui vivait complètement confiné, qui s'isolait des bruits extérieurs, etc., etc., pour pouvoir se concentrer sur son projet. Et de faire ça alors que moi-même j'étais confiné. Il n'est pas fini, mais bon, ça, j'ai bien avancé. J'avais d'abord écrit science-fiction et soucoupe volante qui avait eu un certain succès, mais j'avais le sentiment d'un truc qui n'était pas achevé, quoi. J'avais pas pu aller jusqu'au bout de l'idée. Et donc je me suis dit, je vais continuer de creuser ça avec un phénomène nouveau qui commençait à se développer à l'époque et qui me fascinait absolument, c'était les cas d'enlèvement, qui étaient surtout américains, brésiliens, on n'en avait pas en France. Enfin, il y en avait, mais on ne le savait pas exactement. Il y en avait très peu. Donc j'ai commencé à bosser ces cas d'enlèvement. Assez vite, alors j'ai rencontré à la Bibliothèque nationale un folkloriste, et c'est un immense savoir qui s'appelle Michel Murger, qui à l'époque bossait lui sur la fantasmagorie du sabbat des sorcières. Et on discutait beaucoup de ça quand on se retrouvait après le travail. Et il était fasciné par les analogies qu'on pouvait faire. Moi, j'ai continué de creuser aussi cette analogie. Mais en même temps, il était plus prudent que moi, c'est-à-dire il maîtrisait mieux, c'était un vrai folkloriste. Moi, je n'étais un folkloriste que d'emprunt. J'ai constitué mon savoir en ce domaine sur le tas au fur et à mesure que j'étudiais les cas. Alors que lui, il avait un savoir préétabli, c'est très différent. Hein. Donc, j'ai voulu faire le rapport avec le sabbat des sorcières. Je me suis perdu parce que, comme je viens de l'expliquer, je n'avais pas la culture nécessaire. Je me suis perdu dans un livre labyrinthesque, trop gros, trop touffu, maîtrisais pas très mal. Et à l'origine, ce livre devait s'appeler la postérité du sabbat. C'était le directeur de la collection du Mercure de France qui me l'avait suggéré le titre.
Et le titre avait comme aiguillé mon imagination sur ce point précis. Est-ce qu'on peut considérer que les ovnis, les enlèvements, c'est une nouvelle forme de ce qui a été vécu à l'époque du sabbat des sorcières? C'est-à-dire, pour poser la question jusqu'au bout, à l'époque où déjà j'écrivais ce bouquin, c'est-à-dire entre 79 et 83 à peu près, on avait déjà tout un tas de rapports qui montraient que c'était, quelle que soit la nature de l'événement, ça avait été réellement vécu par des gens, que ce soit pathologique ou pas, mais en général les dossiers montraient que ça ne l'était pas. Ça avait été vécu par des gens. Et ça semblait parfois avoir des aspects matériels. Donc si je poursuivais jusqu'au bout l'analogie, ça voulait dire qu'on devait la transférer au sabbat des sorcières. Il y avait des femmes qui se croyaient enlevées par le diable et qui allaient au sabbat sur un animal fantastique, etc. etc. Parce que dans les ovnis, le mode de transmission, c'est un rayon de lumière ou une sorte de force magique qui pompe l'abductif vers l'ovni. Dans le sabbat des sorcières, c'est un animal fantastique ou le diable lui-même qui vient enlever la sorcière. Voilà. Donc je me suis perdu dans cet énorme travail. Et puis, finalement, je n'ai produit qu'une version simplifiée, très courte, qui s'appelait Science-fiction et soucoupe volante. Science-fiction et folklore. Soucoupe volante et folklore, je veux dire. Parce que j'avais le sentiment que je ne maîtrisais pas assez mon affaire. Ça m'a d'ailleurs créé des problèmes avec l'éditeur, qui n'a pas très bien vécu mon changement d'orientation en cours de route. Le format du livre avait complètement changé, enfin, etc. J'ai laissé tomber ça, et ensuite, il s'est trouvé que, à un moment donné, un ami qui est au CNRS m'a dit, mais avec tous les travaux que tu as fait, toi, tu aurais une place dans la recherche sur l'imaginaire, etc., etc. Et il m'a encouragé à essayer de percer dans ce domaine, université ou CNRS. Et c'est du coup, je me suis lancé dans une entreprise qui consistait à aller au colloque portant sur des thèmes voisins, par exemple sur la sorcellerie, sur le sabbat des sorcières peut-être, mais aussi sur les enlèvements par les êtres surnaturels dans le folklore, etc. etc. Bon, là. Donc j'ai commencé à aller exposer dans ces colloques, j'ai commencé à exposer mes recherches. Les gens étaient stupéfaits, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Il y avait un spécialiste de la transe, je me rappellerai toujours, c'était au printemps 85. Il y avait Georges Lapassade, qui était à l'époque un spécialiste reconnu de la transe. J'ai fait mon exposé, il vient me voir à la sortie, il me dit, mais ces histoires dont vous parlez, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Je dis, bon, il y en a des centaines, peut-être des milliers. C'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Il s'est soudain rendu compte qu'il y avait un pan entier de l'imaginaire moderne qui lui avait échappé. Et il a donc, il m'a dit, il m'a même proposé que je fasse une thèse avec lui. Un projet que j'ai envisagé un moment, puis que j'ai laissé tomber pour des raisons administratives, disons. Voilà. Et donc, j'ai découvert que les universitaires, ce phénomène-là, c'était en dessous de leur radar. Ça passait en dessous de leur radar. Donc, j'allais aller dans les colloques, je voyais les réactions des gens qui étaient souvent stupéfaits, et certains enthousiastes. Ça n'a pas duré très longtemps. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'on ne pouvait pas écrire là-dessus sans être ostracisé, etc. Et donc, pour finir, j'ai fait ça sous une forme d'article, une série d'articles. C'est ce livre-là, La postérité du sabbat. Une série d'articles que j'ai glissés dans des revues de sciences humaines essentiellement. Depuis mon retour en Algérie jusque vers 95. On va dire, entre 87 et 88 et 95. Le but étant d'entrer à la fac ou au CNRS. Voilà, c'est ça l'histoire. En réalité, je ne suis pas parvenu, mais pour des raisons complètement étrangères à ceux dont je vous parle, donc c'est pas la peine d'en discuter. Et ces articles étaient destinés à un public universitaire.
Donc ils étaient écrits dans leur langage, avec les références, vous savez, etc. Du coup, par le fait, ils sont restés complètement inconnus des ufologues, puisque c'est un autre réseau, un autre circuit. Et donc j'ai décidé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je me suis dit je vais reprendre ces articles, j'ai trouvé un éditeur que ça intéressait. Je vais reprendre ces articles et faire une préface. Donc je les ai présentés avec une préface légèrement cynique, c'est-à-dire que j'explique que, comme j'écrivais pour les universitaires, je ne pouvais pas dire tout ce que je pensais. Donc j'avais décidé de ne jamais dire ce que je ne pensais pas. De ne jamais dire ce que je ne pensais pas. Mais je m'accordais une certaine souplesse dans la présentation des données. Par exemple, je ne parlais pas des aspects physiques. J'écrivais pour des universitaires, pas pour les ufologues. Ils ne s'intéressent pas du tout à la même chose. Voilà. Voilà, donc ça a fait l'objet d'un livre qui est paru malencontreusement juste au début du confinement, du deuxième confinement, en septembre de l'année dernière. J'ai juste pu le faire à une petite assemblée d'ufologues qui étaient venus avec des masques parce que on allait être confinés dans les jours qui ont suivi, hein, quand j'ai fait mon exposé au repas ufologique de Paris. Et ensuite, le livre est tombé dans un trou. On n'en a plus jamais parlé, j'ai plus jamais eu accès à quoi que ce soit. Je pense qu'on a dû en vendre à peu près une vingtaine. On ne peut pas dire que c'était une bonne opération. Voilà. Mais j'ai bien aimé raconter cette histoire parce que ça met en scène, si vous voulez, la différence qu'il y a entre le monde de la recherche universitaire et le monde des ufologues. En bien, en mal, enfin, c'est une sorte de résumé cruel de la situation. Les ufologues qui ont un matériel extraordinaire et qui n'ont pas toujours les moyens de l'utiliser, les universitaires qui ont de grands moyens mais qui se gardent bien d'approcher ce matériel. C'est une histoire de fou, en fait, un peu. Et je raconte une histoire qui mérite d'être... que j'aime bien raconter parce que ça résume un peu tout ça. C'est qu'un jour, j'avais fait le premier article que j'ai fait dans la revue Communication. C'était un article à propos d'un livre de Paul Venn. Paul Venn, c'est notre plus grand historien, le plus célèbre, le plus génial d'ailleurs à mes yeux en ce moment. Il est toujours vivant. Et Paul Venn avait fait un livre qui s'appelait en gros les Grecs ont-ils cru à leur mythe. Et il montrait qu'en réalité, mais bien sûr que non, il faisait semblant, mais il n'y croyait pas, c'est impossible, tout ça, etc., etc. Il le fait avec beaucoup de brio, une plume assez incroyable. Et j'étais à la fois excédé et admiratif de ce livre. Et donc, j'ai écrit un article qui s'appelait « Les Occidentaux du XXe siècle ont-ils cru à leur mythe ?» Et en gros, je défendais la thèse, eh bien, si un historien du futur étudiait les productions du monde intellectuel français des années 60, 70, 80, 90, et qui cherche une trace du phénomène ovni, ne la trouvera pas. Or, précisément, ce que les enlèvements montrent, quelle que soit leur nature, c'est que les gens qui les relatent ont vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, qui n'arrive pas à s'expliquer. Et donc c'est bien des mythes vécus, puisque la teneur mythologique des enlèvements Sokoupik est très forte, évidemment. C'est là qu'elle est la plus forte. Hein. On peut dire que cette teneur mythologique augmente, les trucs dans le ciel, elle n'est pas complètement apparente, ensuite c'est plus évident avec les rencontres du troisième type, et encore plus avec les enlèvements, bien sûr. Donc, voilà, et donc je concluais que je me moquais un peu de Venn, mais enfin, gentiment parce que je l'admire. Je me moquais. J'avais quelques pointes, disons. Et puis, voilà, la revue sort, et puis quelques mois plus tard, dans mon casier au lycée, je vois une lettre à l'entête du Collège de France. Venn enseignait au Collège de France. Je me suis dit, c'est Paul Venn. J'ai failli tomber dans les pommes. Parce que j'y avais pas imaginé un seul instant qu'il allait lire cet article.
J'ai attendu une journée au moins avant d'oser l'ouvrir. Bon, finalement, je me décide, je l'ouvre. Eh ben, je vous donne raison. Je me suis planté. En fait, j'ai toujours été très voltairien et j'avoue que là, ben, j'ai abusé de cela et ainsi de suite. Et alors, il m'explique les raisons pour lesquelles il a changé d'avis. C'est parce que il était ami du poète René Char, qui croyait lui à toutes ces choses. Et il s'était dit finalement, si René, un type du calibre de René Char, admet la réalité de certains de ces phénomènes paranormaux ou mystiques, il doit y avoir des raisons valables de le faire. Voilà. Donc, pour moi, c'était une journée de triomphe, évidemment. Et alors, quand j'ai réédité ce livre, évidemment, un début de l'opération, c'était de publier la lettre de Paul Veyne, parce qu'il m'a dit, vous pouvez citer cette lettre comme vous voulez. Chapeau, hein, vraiment. Et malheureusement, bah, je l'ai perdue. J'ai dû la faire lire à un copain qui ne me l'a pas rendue, je n'ai pas compris. C'était vraiment une disparition absolument incroyable. Mais bon, il se trouve que quelques années plus tard, Paul Veyne a été interviewé par un universitaire américain. Ça a fait l'objet d'un livre qui est paru en français. À propos, précisément, ça a été traduit en français, à propos de ces histoires à propos de son livre sur à propos des thèses qu'il a développées dans les Grecs ont-ils cru à leur Dieu. Et donc l'Américain lui dit alors où en sont les travaux en France là-dessus. Il dit voyez Bertrand Meilleux. Donc je ne savais pas, j'ai jamais su ça. Si j'avais su ça à temps, je pense que j'aurais été prof à l'université. C'est aussi bête que ça l'université, vous savez. Mais je ne l'ai jamais su. Donc c'était trop tard. J'étais presque retraité quand j'ai découvert cette histoire. Mais c'était un gros coup de pub quand même. Hein. Ah bah oui, c'est plus qu'un coup de pub. C'est comme ça qu'on peut pénétrer dans le système. Quand on est reconnu par quelqu'un. Voilà. Surtout comme lui, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin voilà. Donc ce livre, eh bien, je l'ai appelé La postérité du sabbat, mais avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que je pose la question, je ne prétends pas la résoudre. C'est pas évident. Il y a des éléments très frappants qui permettent bien une analogie de structure. Mais il y a une grosse différence, c'est que le phénomène vient du ciel, hein, et que la sorcellerie, le diable, absolument pas. Ça se noue avec autre chose. Mais par contre, les sévices que subissent les enlevés, tout ça, ça nous renvoie à ce schéma. Ce que j'ai apprécié, excuse-moi de t'interrompre, c'est que tu parles du sabbat du XVIe siècle, et tu parles des abductions, et tu dis que le sabbat, c'était sous la torture que les sorcières révélaient ce qui s'était passé, et les enlevés, c'est sous l'hypnose. Voilà. Mais, ou sous hypnose, ou sans hypnose. Attention. L'hypnose n'a pas été introduite dès les débuts, et il y a eu une partie des cas qu'on a connus sans hypnose. Mais c'est vrai qu'elle s'est systématisée. Mais j'y vois, moi, c'est quand même extraordinaire, parce que si on admet ça, ça veut dire que le système des médias modernes a un pouvoir sur les esprits aussi grand que l'Inquisition. Le brouillage médiatique, pardon. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ce n'est pas un diagnostic fameux pour notre société, le moins qu'on puisse dire. Bah, on peut le voir comme hier. Hier, il y a eu l'émission sur W9, non, sur oui, C8. c'est ça. Oui. Une émission sur les ovnis. J'ai reçu plein de messages de personnes qui savent que je suis dans l'ufologie. Qui regarde, ils s'intéressent pendant l'émission, mais après, ils s'en foutent. Voilà, c'est un jeu parmi d'autres. Alors que c'est un problème fondamental, bien sûr. Donc on a du mal à se faire entendre, ça c'est clair. En tout cas, il y a là, avec les enlèvements, il y a eu, parce que je ne sais pas où c'en est exactement, ils ont en partie changé de forme. J'ai plus suivi après, à partir d'un certain moment. Je pense que ça existe encore, il y en a encore. Hein. Mais c'est comme tout le reste, ça fonctionne par vague, par moment. Hein. Après, il y a eu d'autres phénomènes qui ont attiré l'attention. Maintenant, c'est plutôt les révélations américaines, les choses qui sont enregistrées par les appareils de chasse, etc. Le problème, ce qui est intéressant avec une des conclusions à laquelle je suis parvenu dans ce bouquin, c'est que les premiers cas
On dit c'est le dispositif des ufologues qui crée les cas. Hein. C'est-à-dire c'est assez évident avec le... Comment il s'appelle cet Américain là qui a écrit... il se comporte presque comme un inquisiteur qui définit les cas et fait parler les gens avec l'hypnose pour arriver à des descriptions qui finissent par correspondre à ces descriptions. Dans le cas des ovnis, les premiers cas sont spontanés. Et ce sont, je parle des enlèvements, hein, ce sont les premiers cas qui ont créé le dispositif. C'est-à-dire, par exemple, au début, les premiers enquêteurs n'osaient pas publier les cas parce que ça leur paraissait tellement invraisemblable qu'ils les gardaient pour eux, ils les gardaient sous le coude. Voilà. Et c'est peu à peu que c'est sorti, c'est-à-dire il y a un phénomène spontané qui s'est produit, qui a ensuite créé par exemple le cas d'Antonio Villas-Boas, c'est pas l'hypnose. C'est un des premiers cas enregistrés, c'est peut-être même le premier. On a trouvé de nouveaux depuis, hein, Claude Mauger n'arrête pas d'en trouver qui remontent dans le passé. Mais disons que là, dans le cas de AVB, on sait qu'il n'y a pas eu d'hypnose au départ. Les îles, ils ont d'abord eu une fraction du cas, spontanément, ils ont vu quelque chose, et puis ensuite il y a eu l'hypnose. Bon. Donc une fois que l'hypnose est en place, évidemment, ça renforce la croyance, ça permet de donner des cas. Puis l'hypnose est considérée souvent aux États-Unis comme une sorte de révélateur. Elle dit la vérité, ce que ne croient pas beaucoup les psychiatres français quand même. Hein. Bon. Donc tout ça fait qu'il y a un dispositif qui se met en place qui va ensuite influencer, canaliser autrement le récit. Bon, mais au départ le signal est spontané. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert par le travail très fin que certains ufologues ont fait. Mais il faut arriver à remonter avant Évidemment, si on prend les cas dans les années 90, au milieu des années 90 avec Bud Hopkins, c'est devenu une véritable industrie à produire des abductees. Mais avant, il y avait les cas, tous les grands cas spontanés qui ont eu lieu avant sont des cas qui ne sont pas passés par l'hypnose. Enfin, une partie de ces cas ne sont pas passés par l'hypnose. J'insiste beaucoup sur ce point. Alors, donc, les sorcières, bien, si tu veux, il y a des cas dans les récits de sorcellerie, on a aussi des femmes qui disent avoir été enlevées par le diable, mais elles n'ont pas été torturées. C'est pas fréquent, mais ça existe. Il y a pas mal d'anciens cas de RR4 où les gens disaient qu'ils avaient vu le diable. Ben, disons que je ne sais pas si c'est le diable stricto sensu, mais enfin, la version des aliens qu'a donné Bud Hopkins, c'est quand même assez diabolique. Ils sont malevolent, comme disent les Américains, hein, malfaisants. Il y a quelqu'un qui donnait un exemple, je crois que c'est Robert Roussel, avec les fourmis. Quand tu marches sur un chemin, tu vois des fourmis, mais est-ce qu'elles se soucient de toi? Donc, il faisait l'exemple par rapport aux ovnis et puis à nous, quoi. Oui. Peut-être que c'est que... Bon, là, apparemment, les cas sont quand même dressés, faits pour s'adresser à nous, souvent. Hein, les rencontres rapprochées, il y a toujours cette idée que ça vise une personne. Il y a toujours un message écologique aussi, alors, souvent. Il y a eu d'abord un message contre la guerre atomique. Hein, c'était ça dans les années 50, c'était logique. Maintenant, il est écologique, bien entendu. Oui, bien sûr. Ça suit les préoccupations humaines. Ouais, tu parles des ethnodrames, je crois que c'est page 32, où tu dis que la fusion de la grotte initiatique du vaisseau spatial et de l'hôpital. Ouais. Oui, j'ai fait un article spécial avec une dame du CNRS on avait fait un bouquin sur l'imaginaire de la médecine, un collectif. Et moi j'ai montré la fascination qu'il y a pour l'imaginaire de l'hôpital, mais considéré comme un endroit lugubre, enfin l'antichambre de la mort quand même. Hein. Donc ça en dit long sur notre société. À se demander si les enlevés n'ont pas la phobie des opérations chirurgicales. C'est possible. C'est possible. Je l'ai moi-même, alors tu vois, c'est pour ça peut-être que ça me passionne en même temps. Et c'est ça que je vais demander aux gens que... Mais c'est une bonne question.
En tout cas, ça donne du monde hospitalier une vision assez terrifiante. Quand on a vu, là, au début de l'épidémie, ces gens entubés, là, avec lesquels ils foutaient la trouille à la population, c'était incroyable, l'effet psychologique que ça a dû avoir. Ça a beaucoup contribué à paniquer les gens, tu vois. Puis quand on comptait les morts, enfin, etc. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est au début de ton livre, c'est l'histoire de ces trois dames. Ah oui, oui. Oui, parce qu'en fait, dedans, on voit des histoires qu'on ne voit pas dans les jolis petits livres qui racontent les rencontres rapprochées du quatrième type. Hein. C'est quand même trash, hein, qu'elles se font broyer, enfin... elles sont... Ah ben elles subissent des sévices, mais ça renvoie, si tu veux, en arrière-plan, en filigrane, il y a les sévices que les démons infligent aux gens qu'ils élèvent, qu'ils enlèvent plutôt. Mais ça glisse au départ, c'est un scénario initiatique, et là, ça devient, c'est une sorte plutôt de projection de notre société, avec tout ce qu'elle a d'inquiétant. Je veux dire, c'est pas un hasard si c'est quand même aux États-Unis que ça. À un moment donné, ils enlèvent l'œil de l'orbite et ils le replacent. Ouais, tout ça, on trouve ça dans les récits d'initiation chamanique. Il suffit de lire le bouquin de Mircea Eliade sur les initiations australiennes, tout simplement. Et puis, on a tous ces récits. Hein. Ils mettent des cristaux de quartz dans le corps. Les implants, par exemple. Les histoires d'implants. Tout ça, on trouve ça d'abord dans les récits d'initiation, par exemple chez les Australiens. Et ensuite, on va trouver ça dans la science-fiction des années 20 et 30. Les gens enlevés par les extraterrestres, eh bien, reçoivent des implants qu'on met dans leur corps. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, il y a une photo à un moment donné où je décris un enlèvement où on leur implante dans le corps des choses qui sont destinées à les suivre, en fait. Hein. Des sortes de puces, voilà. C'est les puces avant les puces. Mais quand tu parlais des... Pardon, excuse-moi. Supposons que ça soit réel. Comment une telle petite technologie comme ça, parce qu'un implant c'est quelque chose de petit, pourrait... ça semble... Pour une technologie, c'est infime, cette petite technologie, ce petit bout de métal qu'on met dans le corps d'un humain, comment un ovni, supposons que les ovnis existent, comment un ovni peut repérer un individu comme ça. À mon avis, on ne peut pas comprendre ces histoires-là si on ne voit pas que derrière, en filigrane, il y a les histoires de sorcellerie, les histoires d'enlèvement. Oui. Par exemple, dans les histoires de sorcellerie, il y a aussi des implantations de choses dans le corps. Donc on voit bien que c'est un corpus qui a plusieurs époques historiques. Voilà. Donc on voit d'ailleurs dans certains cas, il y a des cas assez baroques, mal faits si on peut dire, où on voit les différentes époques. Je pense par exemple à l'extraordinaire histoire du Polonais, c'est un des plus beaux cas d'enlèvement, c'est ce Polonais qui va travailler dans ses champs. Il date de 87, je crois, sauf erreur, 87. 1887 Non, 1987. Mais non, c'est à l'époque où la Pologne est encore dans le rideau de fer. Donc une Pologne archaïque, etc. Il va travailler dans ses champs, tiré par un cheval avec une charrette. Je voulais t'en parler de celui-là, parce que tu parles des cristaux. Mais à ce moment-là, les entités, si c'est bien le cas, tu dis si c'est bien celui-là, ils lui ont donné des cristaux à manger. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a, à un moment donné, il voit au bord du chemin, donc il ne s'occupe pas du cheval qui connaît le chemin, il a l'habitude, il voit au bord du chemin des petits êtres qui pensent que c'est des enfants. Ils sautent sur la charrette et s'assoient sur les bords. Et ça lui paraît tout à fait normal, puisque à l'époque en Pologne, lorsqu'on voyait passer une charrette, c'était normal de s'inviter à bord, c'était un peu comme de l'autostop. Si on allait dans la direction de la charrette. Donc il monte au bord de la charrette, puis alors il est là, il les voit de plus près, il est étonné par leur aspect, ils ont les yeux extrêmement bridés, ils s'expriment par, on dirait, un gazouillis d'oiseaux, comme des oiseaux. Ils ont une sorte de cagoule noire, mais on voit leurs yeux. Ils ont des doigts très fins, très longs.
Et à ce moment-là, le cheval approche d'un endroit où on voit un objet qui a un peu la forme d'une, comment je dirais, une cabane. Une cabane. Une cabane avec des grands pieds, comme une cabane qui aurait comme un peu, ça ressemble, tiens, aux cabanes de postes de tir que font les chasseurs. Tu sais, sont montés sur des grands pieds pour être en hauteur par rapport au gibier. Mais les pieds ne touchent pas le sol, elles flottent dans le vide. Et le cheval commence à avoir peur, il essaie de maîtriser son cheval, et alors à ce moment-là, il y a une force qui le pompe vers l'objet, et il monte dans une espèce d'ascenseur, et il se retrouve à l'intérieur de l'objet. Là, il lui donne effectivement des sortes de cristaux à manger, enfin. Puis après, il le ramène où ils l'ont pris. Et alors là, c'est extraordinaire parce que on est dans un cadre archaïque, ça se passe avec une charrette. Cette espèce d'ascenseur dans lequel il monte, c'est un peu dans les histoires chamaniques, il y a une sorte de pilier qui fait communiquer les mondes. Enfin, il y a tout y est, sauf que le décor superficiel est technologique. C'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs niveaux. Je trouve cette histoire absolument fascinante. C'était un homme de 70 ans qui n'avait absolument pas une culture correspondant à cet univers-là. C'était à l'époque, c'était à la frontière de la Biélorussie. Donc dans un coin très arriéré de la Pologne. Mais dans ton livre, quand tu parles des cavernes, etc., tu t'es intéressé aux histoires de RR3 et d'abduction en Chine? Assez peu, enfin j'ai pas grand-chose. Parce que quand tu lis le livre de Shibo, il y a des histoires oui. où c'est des géants qui volent, qui viennent chercher, comme dans leur légende, qui viennent, c'est pas le roi singe qui vient les abducter, mais bon, limite des fois, ils partent dans le ciel, et puis au lieu d'aller dans un vaisseau, ils vont dans une grotte. Bah écoute, quand j'étais coopérant en Algérie, j'ai vite remarqué que la croyance au djinn, j'étais dans un coin assez paumé de l'Est algérien, en montagne, et j'ai assez vite remarqué que la croyance au djinn était encore très répandue, même chez les gens, disons, de plus de 40 ans. Hein, j'étais en Algérie entre 82 et 85. Et d'ailleurs, il y a Thierry Pinvedi qui était venu, on avait fait des enquêtes ensemble. Et bien, il y a des cas, j'ai encore à l'esprit, où un djinn enlève une personne, mais à cheval, et il pénètre à l'intérieur d'une grotte qui est dans une montagne. Donc on voit bien que ça appartient à un imaginaire, sauf que on n'arrive pas à suivre la filiation, les univers. Il y a autrefois, avant que tout se mélange, les cultures avaient chacune une imaginaire spécifique. Là, c'est fait de briques et de brocs, c'est de morceaux devenus un peu partout. Bref, c'est un mythe américain, quoi. Donc il y a tout. Mais sauf qu'il y a cette structure-là qui est très 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 prégnante, c'est celle de l'épreuve initiatique. Dans le livre je me rappelle plus de son nom, le livre OVNI en Roumanie, dedans il parle... Obana ? Non, un plus récent. Il parle de la légende de l'arbre magique. C'est ça. Avec ses fruits défendus. Et dès que les enfants viennent manger un fruit, ils peuvent être mangés par la personne qui habite l'arbre. Et ramenés des fois, comme ce qu'on voit dans ton livre avec les histoires de personnes qui sont emmenées. Qui sont ramenées alors voilà. On les a prises. Cet arbre magique, c'est marrant, ça rappelle beaucoup les dessins animés aussi. Mais ce qui est curieux, c'est que elle est habitée par plein de petits êtres, et il y a une reine. C'est-à-dire les insectoïdes. Ouais. Et on retrouve ça dans les histoires d'abduction. Il y a souvent des femmes, dans les histoires d'abduction, des femmes extraterrestres. Il y a des extraterrestres, oui, il y a des femmes. Mais bon, la caractéristique sexuelle des enleveurs est pas toujours, rarement évidente. Hein. Ça a l'air un monde assez asexué, au contraire. Mais au début, quand tu dis que ça atteint les femmes, c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont enlevées. Il y a beaucoup de femmes. Plus de femmes que d'hommes. Mais c'était aussi une constante, c'était chez les sorcières, on comptait que, je ne sais plus quel était le chiffre, sur 10 sorcières qui étaient brûlées au sabbat, il y avait 7 ou 8 femmes. Il y avait des hommes aussi, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Les implants, tu mets ça dans l'imaginaire aussi. Ah bah oui. La preuve, c'est que les implants, donc il y a des descriptions d'implants dans les initiations australiennes, il suffit de lire Mircea Eliade, hein.
on en trouvera. Et puis ensuite, on en trouve dans la science-fiction. C'est ce qu'avait apporté le livre de Michel Murger. Il avait fait un livre qui s'appelait... Il était revenu sur mon idée en l'étoffant davantage. Il faut préciser qu'à l'époque où j'ai fait science-fiction et soucoupe volante, la documentation sur les revues américaines était très difficile à trouver, parce que c'était du très mauvais papier. Par exemple, le meilleur collectionneur à l'époque, c'était Pierre Versin, mais chez lui, il n'en avait pas beaucoup, parce que le papier, c'est du très mauvais papier. Donc, Murger, lui, a fait un livre plus tard, qui s'appelle Alien Abductions, il les appelle. Il a fait exprès de le donner en anglais, parce que lui, il estimait, c'était un sujet de discussion, même de discorde entre nous, que j'avais trop donné de place à la part française et que c'était surtout cet imaginaire qui s'était forgé aux États-Unis. C'est dans ces fanzines-là, dans les années 20, 30, 40, qu'on trouve de nombreux récits d'histoires d'un plan. Les extraterrestres mettent des implants dans le corps. Ça, donc, bien avant qu'on parle de soucoupe volante. On voit donc bien la probabilité pour qu'il s'agisse d'un hasard est nulle. Donc on voit bien que les enlèvements sont le développement, mais dans le vécu, pas dans la littérature ou dans la BD, d'un imaginaire. C'est pour ça que ça reste très mystérieux. Puisque c'est entre l'onirique et le réel, en fait. C'était que par rapport aux abductions, dans certains cas, ils viennent pour les enlever. Hein. Ils viennent nous sauver, et puis dans d'autres cas, c'est une forme d'oppression. Ouais. Voilà, au milieu des années 50, il y avait vraiment des années 50, des années 90, il y avait deux courants qui sont décantés. Il y avait les aliens inquiétants, disons, sinon malfaisants, du moins pas très sympathiques. Hein. Ils viennent pour nous pomper nos idées, ce sorte de vampires psychiques, parce que si vous voulez, c'est les thèmes de science-fiction, tout ça. Nous vivons sur une planète mourante, on retombe dans la question écologique, la vitalité est en baisse, nous n'arrivons plus à nous reproduire. Enfin, plus donc, non. Les extraterrestres sont issus d'une race qui a subi cette évolution. Ils n'arrivent plus à se reproduire, ils n'éprouvent plus d'émotions, et ils viennent pomper ça chez les humains. Ça, donc ça, c'est un côté assez peu sympathique. Hein. Bon. Ça, c'était plutôt la forme d'ovni, de témoin que dénichait Bud Hopkins. Et puis, il y avait Sprinkle. Lui qui au contraire c'était des cosmic, c'était si vous voulez les enlèvements, c'était quelque chose qui était fait par des extraterrestres bienfaisants, des entités bienfaisantes qui voulaient faire de nous des citoyens du cosmos, cosmic citizens. Voilà. Et donc il y avait ces deux versions. Il y avait et donc on voit bien que selon la personnalité de l'enquêteur qui a mis la main là-dessus, eh bien, on va voir se produire une phénoménologie différente. Vous voyez, c'est comme si ça sélectionnait à renforcer certains aspects des cas. C'est l'entrée d'un enquêteur dans ces histoires c'est pas de la manipulation délibérée, bien entendu. Hein. C'est la personnalité de l'enquêteur qui interfère avec ces matériaux et qui tend à orienter les matériaux dans une direction plutôt que dans une autre. Ouais, c'est l'influence des théories des enquêteurs, quoi. C'est ça, exactement. Pour se réconforter dans leur théorie. Ouais. Ouais. C'est ce que j'appelle le décrire-construire, moi. C'est-à-dire que quand on croit décrire quelque chose, on est en train de le fabriquer. Quand on regarde l'histoire de Contacté, c'est jamais la même histoire. C'est souvent le contacté est considéré comme un élu, mais c'est jamais les mêmes extraterrestres qui viennent voir les contactés. Ouais, c'est toutes des races différentes. Ben, on peut dire la même chose pour les ovnis eux-mêmes. Il n'y a pas deux ovnis qui sont pareils. Oui. C'est une infinie variété. Nous, on a du mal à concevoir ça. C'est quand on envoie des objets technologiques dans le cosmos, ils sont le produit d'une industrie, tandis que là, ça prend toutes les formes qu'on veut. Donc, on n'est pas sur la bonne piste, à mon avis, si on
si on se cale sur l'hypothèse d'une civilisation technologique, enfin, de manière classique, l'hypothèse classique. Non, c'est certainement pas ça. Alors, à un moment donné, page 37, tu dis, comme le rappelle par exemple Jean Servier, ce n'est pas l'homme en général qui décide de se tourner lui-même vers l'invisible, c'est l'invisible, comme dans le cas de l'Indien Gitskan, qui choisit les siens. Oui, ça c'est typique dans les initiations chamaniques. C'est aussi ce que se demandent certains veilleurs quand ils vont au col devant, ça. Oui, bah de toute façon, là la plupart des enlèvements sont des choses qui sont arrivées spontanément. Et puis les gens qui auraient aimé être enlevés, ils n'y sont jamais parvenus à l'être. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un enlèvement au col de Vence. Est-ce qu'il y a eu un enlèvement au col de Vence? Non. Ils n'ont pas réussi à être enlevés. D'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses des abductés qui, après avoir subi donc une abduction, ont des phénomènes paranormaux chez eux? Mais ça, c'est presque une constante. Ça fait partie des phénomènes qui se passent chez ce que j'ai appelé moi les ravis, les gens qui ont été ravis. On subit un ravissement. Oui, c'est une constante. Ils ont des phénomènes télépathiques, il y a parfois des poltergeists qui les perturbent. Ça tend à suggérer qu'il y a un lien, c'est un peu ce que j'essaie d'explorer dans ce bouquin aussi, un lien entre la phénoménologie paranormale et les enlèvements. Plus nettement que, par exemple, les phénomènes photographiés dans le ciel par les pilotes, etc. Là, ça a l'air d'être choses matérielles, comme on les conçoit, mais quand on est au contact avec ces événements, ça ne se passe pas du tout de cette manière-là. Il y a une sorte de... c'est comme si le phénomène se dirigeait vers nous. Hein. Il y a pas mal de cas où il y a une force ça fait partie des thèmes typiques. Une force qui amène une personne à se rendre dans un endroit isolé dans la nature, et hop, elle va là, et elle va être enlevée. La personne subit une impulsion, elle ne sait pas pourquoi. J'ai encore rencontré à la réunion du GEPAN un enquêteur, la François Louange, qui avait fait une très belle enquête sur le cas d'un chasseur espagnol, qui était parti chasser la perdrix, et qui a eu une impulsion de se rendre avec sa voiture dans un endroit donné, et il a été enlevé avec son chien. Julio, le cas de Julio, voilà. Il paraît qu'il est mort d'ailleurs récemment. Mais Éric Zurchia s'intéresse beaucoup aux histoires de chasseurs. D'ailleurs, dans un de ses livres, je crois que c'est le livre en Italie, il mentionne des chasseurs qui tombent dans une clairière sur un disque avec des entités. Alors les chasseurs s'arment dans l'espoir de capturer, et puis là il y a un gros flash, ils se réveillent le lendemain. Vous avez le fameux cas en France de, comment il s'appelle, Ravier. Le Ravier. C'est ça, c'était des chasseurs. Bah, dans mon livre, là, je cite plusieurs cas de chasseurs. Le plus extraordinaire, c'est celui de Carl Ligdon. Mais il y en a d'autres. Hein. Antonio Villas... non, il n'était pas à la chasse. Mais il y a aussi le cas de Bébé Douro, c'était un chasseur. Ou alors, c'est des pêcheurs aussi. Des chasseurs ou pêcheurs. Pascagoula, c'est des pêcheurs. Ils sont à la pêche et ils sont pêchés. C'est comme s'il y avait un mimétisme entre leur activité et l'événement qui leur arrive. Je voulais te demander, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour inciter les gens à acheter ton livre? Je parlerai aussi des illustrations. Il y a une très belle illustration, notamment celle de couverture, qui a été faite par un ami suisse qui est un dessinateur de science-fiction, écrivain de science-fiction aussi, et on voit bien le glissement entre... Ça se passe dans une grotte, et puis la grotte, quand on va sur le côté droit, se transforme en paroi d'ovni. Et là, à gauche, on a des êtres qui sont des créatures fantastiques, et puis elles se transforment en... L'aide est un petit humanoïde aux yeux bridés. Donc ça résume, à mon avis, parfaitement la situation. Bon, que dire? Disons que les gens qui liront ça vont trouver une toute autre façon d'aborder la question et d'en parler que ce qu'ils ont l'habitude de lire dans les revues ufologie. Ça pourra peut-être d'ailleurs les déconcerter. Alors, il faut qu'ils comprennent que c'est en partie diplomatique, mais pas seulement totalement diplomatique. C'est-à-dire,
Je me plie à la façon de procéder des chercheurs vers leur langage, mais en même temps, je garde... comme je dis, je ne mens pas, je dis pas tout ce que je pense, Tu dis ce que tu penses. mais je ne dis pas ce que je ne pense pas. Voilà, c'est toute la différence. Parce que je savais parfaitement que si j'affichais trop mon appartenance à la sphère ufologique, j'avais aucune chance d'être élu sur un poste en fac ou dans la recherche. C'était invalidant. Est-ce que c'est encore comme ça maintenant? Je ne sais pas. Il y a un sociologue. Ah oui, il faut que je parle de ça aussi. Il y a un sociologue, comment s'appelle-t-il déjà? J'ai même oublié son nom. Qui a fait un livre. Hein? C'est un écrit qui est à la fin. Oui. Comment s'appelle-t-il? Il a fait un livre qui lui a valu un accueil des médias, bien entendu, etc. etc. Et où il parle pas mal de mon bouquin en essayant de le critiquer. Bien, il fallait évidemment qu'il le critique, parce qu'il aurait l'air de quoi? Moi, j'ai écrit ça il y a 40 ans. Publié ça il y a plus de 40 ans, alors évidemment il faut qu'il ait des objections. Donc en fait c'est vraiment une sorte de caricature de ce que l'université peut produire de pire. Je vais dire les choses brutalement. C'est un livre complètement vide, complètement creux, avec une phraséologie ridicule. Donc je ne lui fais pas de cadeau, hein, aucun cadeau. Et peut-être qu'il y a certaines personnes que ça amusera de lire ça. Parce que voilà, je le rase au ras du sol, on va dire. Oui, sur la fin, Oui, comment s'appelle-t-il? Peu importe, on découvrira son nom. Il a fait un livre qui a eu beaucoup de succès. Et j'ai entendu un jour, il était interviewé... la Terre au carré, tu vois, France Inter, etc. etc. Alors ça, moi je recommande aux gens de... Il y a des choses que certains lecteurs vont beaucoup apprécier, c'est la préface, où je raconte comment j'ai essayé de présenter ça aux universitaires, l'histoire de la lettre de Paul Venn, puis à la fin, la petite annexe que j'ai réservée à Arnaud Esquer. Il m'a pas fait de cadeau, mais j'ai pas cru devoir lui en faire non plus. Voilà, ça paraît logique. Il faut leur dire que c'est aux éditions Œil du Sphinx. Alors c'est important à savoir, c'est l'Œil du Sphinx. En fait, c'est un numéro des cahiers fortéens. Voilà. Ils ont une très belle collection, hein, c'est pas n'importe quel éditeur, il s'en fout. Mais bon, il a pas. Il faut qu'on sache que ça existe, quoi. C'est ça le problème. De toute façon, les liens sont affichés sous la vidéo pour que les gens puissent commander ton livre. J'espère que ça va attirer quelques lecteurs. Ce livre s'adresse à un public particulier ou pas? Ça s'adresse théoriquement aux ufologues, mais avec les précautions. C'est disons, les ufologues qui s'intéressent, parce qu'il y a toutes sortes d'ufologues, hein, bien sûr, qui s'intéressent aux recherches sur l'imaginaire, quoi, on va dire. Hein. C'est pas de l'ufologie nuts and bolts. Hein, et aux histoires de sorcellerie, aux histoires d'enlèvement, comment dire, sabbatiques, etc. Oui, alors je ne sais pas quel est le lectorat exact. Il faut simplement que les gens savent qu'il existe. Bertrand, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir présenté ton livre. Et puis je te dis à la prochaine interview. Ok. Livre, quoi. Merci. Merci.